bonsoir, bienvenue. Voilà, pour ceux qui étaient là hier soir, pour le film L'Ordre divin, on a été plongé, il y a 60 ans, 70 ans, dans une période complètement différente de la nôtre, et que notre invité de ce soir connaît bien. C'était une introduction à une Suisse d'autrefois, une Suisse à la fois urbaine, qui était progressiste, et une Suisse rurale, qui était restée dans son jus traditionnel autour du titre du film, L'Ordre divin. On a la chance d'avoir avec nous ce soir Gabrielle Nanchen, qui a été vraiment une pionnière du suffrage féminin en Suisse. Gabrielle Nanchen est née dans le canton de Vaud, à Aigle, de père italien, de mère française, et elle a épousé un Valaisan. Elle est arrivée en Valais à la fin des années 60, et elle a trouvé un monde, disons, un autre monde, qui l'a amenée à s'engager, d'après ce que j'ai compris, en politique. Dans le Parti socialiste, donc elle s'est engagée, elle a été élue au Conseil national, elle a siégé au Conseil national pendant une dizaine d'années, et elle s'est énormément engagée, pas seulement pour des questions de lutte pour le droit des femmes, mais pour toutes sortes de questions sociales, familiales. Elle a aussi été très active dans le domaine du développement. Et puis, ensuite, elle a continué cet engagement. Elle a notamment travaillé, elle a été membre de l'Assemblée du CICR. Elle s'est beaucoup occupée de questions, moi j'en ai déjà parlé, de développement. Et elle a aussi cofondé une association qui s'appelle Cordoue-Compostelle, et qui est une association qui prône le partage entre les cultures par la marche, par l'échange et par les débats. Donc c'est une personne, je dirais, de valeur. Donc on a la chance de l'avoir avec nous ce soir, et je me réjouis beaucoup de ce dialogue avec Louisa. Merci beaucoup d'être là, et sans plus attendre, je laisse la parole à Gabrielle et à Louisa. Merci. Merci beaucoup, François. Je remercie François Barras, Michel Aboukhalil et toute l'équipe de Swiss Med Culture de me donner la possibilité d'être à nouveau avec vous ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir. Et c'est un plaisir d'être avec vous, Madame Nanchen. C'est un plaisir, c'est un honneur, parce que vous avez, Madame, inspiré beaucoup de femmes de plusieurs générations. Et tout à l'heure, en arrivant, la jeune femme qui était à l'entrée, je lui ai dit, tu as mis une jolie couleur, ça te va très bien, le violet. Et elle m'a dit, mais le violet, c'est la couleur des manifestations de femmes. Et je me suis dit, c'est quand même assez extraordinaire de voir des personnes de toutes les générations qui sont là ce soir et que vous avez en quelque sorte inspiré. Et hier soir, on a vu donc ce film assez extraordinaire, je dois dire, et je crois que la dernière image, vous êtes dans ce film, Madame Nanchen. Donc, c'est un plaisir, et j'aimerais un petit peu savoir, vous avez vu évidemment le film, qu'est-ce qu'il vous a inspiré, ce film? Je réponds tout de suite à votre question, mais je voudrais d'abord vous dire bonsoir, vous remercier d'être ici, et puis comme j'ai fait quand même de la politique, je vais dire Madame la conseillère fédérale, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci d'être venus, vraiment. Ça me touche de vous voir ici. Ça me touche de vous voir nombreux. Je suis heureuse d'apprendre que le film d'hier vous a plu, pour ceux qui y sont venus. Et je suis contente aussi de pouvoir vous raconter un petit peu les expériences que j'ai vécues et peut-être transmettre certaines idées qui me sont encore très chères. Ce film, moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Je l'ai vu 2-3 fois parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de le voir avec des jeunes, avec des lycéens, et puis ensuite de le commenter avec eux. Ce film, je le trouve extrêmement bien fait. Historiquement, ça tient bien la route. Il y a des images de comment est-ce qu'on appelait le cinéma à l'époque, qui sont extrêmement parlantes. Et puis ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu moi en arrivant en Valais, dans un village de montagne, comme l'a dit Louisa, à la fin des années 60.
Bon, il y a des éléments MLF, tout ça, qu'on n'avait pas beaucoup en Valais, hein, des grandes manifs genre MLF, non. C'était plutôt genre suffragette, très sage, comme ça, et des débats publics. Mais sinon, vraiment, le film reflète une réalité. Et je crois que c'est important pour les personnes qui viennent d'un autre pays de se rendre compte que la Suisse, ben, finalement, elle s'est faite comme ça, extrêmement lentement. On a aujourd'hui un système politique, du point de vue des institutions, qui est absolument remarquable. Mais il a fallu du temps pour le mettre en place. Il a fallu du temps pour que les femmes soient reconnues comme des membres de la population à part entière. Il faudra du temps aussi pour que les personnes qui résident en Suisse, mais qui ont encore un passeport étranger, soient aussi considérées comme des citoyens et puissent participer au droit de vote. Tout ça, il faudra du temps, mais les choses évoluent. Et je suis contente que ce film donne de l'espoir, finalement. Alors, il donne de l'espoir, il donne effectivement des souvenirs à certaines personnes, grâce aussi à la musique, grâce aussi aux images de l'époque. Alors, ce qui est intéressant dans votre cas, Madame Nanchen, c'est que, François l'a rappelé, vous êtes vaudoise, vous êtes née dans le canton de Vaud, de père italien, de mère française, vous avez épousé un Valaisan, vous êtes entrée au Parti socialiste, donc en fait vous avez coché toutes les cases pour ne pas être élue. Et d'ailleurs, vous ne souhaitiez pas être élue. Non, je ne souhaitais pas être élue. C'est paradoxal. En fait, moi, je suis venue à ce qu'on appelle le féminisme grâce à mon mari. Moi, je n'étais pas vraiment féministe quand je vivais à Aigle d'abord, puis à Lausanne, parce que je n'avais pas de raison de l'être. On avait le droit de vote, nous autres Vaudoises. Hein, vous savez que dans les cantons, ça n'a pas été fait tout en même temps. Neuchâtel, Vaud et Genève ont accordé le droit de vote aux femmes en 1959. Le Valais l'a accordé en 70, en 70, donc une année avant ce qui s'est passé sur le plan fédéral. Donc moi, dans le canton de Vaud, ben, quand j'ai eu 20 ans, ben, j'ai voté. J'ai voté au niveau communal, au niveau cantonal, et je trouvais ça absolument normal. Je faisais des études de sciences sociales et politiques, donc c'était normal, les droits civiques faisaient partie des libertés fondamentales. Et comme je n'étais pas impactée moi-même par l'absence de droit au niveau fédéral, ça ne m'a pas gênée. Je suis arrivée en Valais, j'ai suivi mon mari, que j'avais rencontré en Valais lors d'un stage pendant mes études. Et dès que j'ai débarqué en Valais, avant même qu'on soit mariés, dès que j'ai déposé mes papiers à Sceaux, voilà, d'abord j'avais changé de nom, j'avais changé de droit de cité, mon droit de cité d'Aigle n'existait plus, j'étais devenue citoyenne bourgeoise d'Icogne. Avant de rencontrer mon mari, je ne savais même pas que ce village existait. Donc j'ai eu un autre nom. Et puis, voilà, tout à coup, je me suis rendu compte que, ben non, les votations, ce n'était pas pour moi. Et là, alors, ça m'a fait mal. Ce qui m'avait beaucoup, beaucoup passionnée quand j'étais adolescente, puis étudiante, c'était la question de la discrimination raciale. L'apartheid en Afrique du Sud, je ne supportais pas. Voilà, on en parlait beaucoup entre étudiants. Et moi, je suis allergique à beaucoup de choses, hein, à l'ail, au poil de chat et tout ça. Et je suis allergique à l'injustice. Et là, cette injustice que juste parce que les gens avaient une couleur de peau différente, ils n'étaient pas traités comme des êtres humains. Non, non, ce n'était pas possible. Donc j'ai commencé à militer un petit peu avec les syndicats étudiants qu'il y avait à l'époque à Lausanne. Lausanne était très, très engagée hein, à ce moment-là contre l'impérialisme et tout ça. C'est une époque que certains ont connue et on ne va pas en parler maintenant. Et en arrivant en Valais, ben, la première chose que j'ai faite, c'est d'entraîner mon mari à coller des affiches sauvages contre la présence de l'Afrique du Sud comme hôte d'honneur au comptoir de Martigny. Voilà. Il y avait des journalistes de la Suisse romande, de Genève, qui venaient en parler objectivement. Et nous, on ne supportait pas qu'en même temps, à Martigny, ben voilà, dans cette foire du Valais qui attire beaucoup de monde, eh ben voilà, l'Afrique du Sud soit considérée comme un pays modèle.
Donc j'ai commencé ma carrière politique comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a valu au départ la haine du Nouvelliste. Le Nouvelliste, c'était le seul journal de l'époque. Le Nouvelliste faisait la pluie et le beau temps. Et il disait aux citoyens, en première page, comment voter. Hein, il y avait un facsimilé du bulletin de vote, donc voilà. Et alors, effectivement, comme le dit Louisa, j'avais un nom italien. Bon, en me mariant, je l'avais perdu, mais M. Luisier, rédacteur en chef du Nouvelliste, l'a retrouvé. Donc, je ne m'appelais pas Gabrielle Nanchen, je m'appelais Gabrielle Nanchen Stragiotti. Et puis, voilà. Et je venais d'un autre canton. Et en plus de ça, j'étais socialiste. Donc, je n'avais pas le droit d'exister, je n'avais pas le droit d'être élue. Et ça m'arrangeait assez. J'ai été candidate parce que mon parti, au moment des premières élections fédérales, en 71, avait besoin de mettre une femme sur sa liste. C'était de bonne guerre. Le Parti conservateur chrétien-social avait une femme sur sa liste. Le Parti radical, il n'y avait pas de Parti libéral à ce moment-là en Valais, a mis une femme sur sa liste. Il n'y avait pas d'UDC. Chacun a mis une femme sur sa liste. Donc voilà. Ils ont demandé en premier à mon mari si lui serait candidat. Lui, intellectuel, engagé au Parti socialiste, c'était bien. Et puis mon mari a dit non, c'est pas possible, je suis fonctionnaire, ça me poserait trop de problèmes, non. Mais en revanche, ma femme, éventuellement. Ok, on a été chercher la femme. Elle avait deux petits-enfants. L'un ne marchait pas encore, et puis l'autre, une toute petite fille qui demandait sans arrêt d'être prise dans les bras. C'était pas possible. Mais voilà, il fallait absolument que le Parti socialiste ait une candidate. J'étais la seule qui avait fait des études universitaires, donc j'ai dit ok. Et les camarades étaient très sympas, ils m'ont dit ne te fais pas de soucis. Non, c'est vraiment gentil à toi de venir sur la liste, c'est bien, tu vois, ça va nous tirer des voix. Non, mais le soir même de l'élection, tu retournes au lit tranquillement et tu pourras t'occuper des bébés. Voilà. Et puis le hasard des urnes a fait que ce n'était pas comme ça. J'avais 43 voix de plus que Claude Rouillet, qui est devenu un excellent juge fédéral. Et puis voilà, j'ai été élue. J'ai eu du mal à accepter mon mandat. J'avais envie de dire, écoutez, voilà, c'est gentil, mais M. Rouillet fera un très très bon conseiller national. Mon mari m'a dit, pas de ça. Il n'en est vraiment pas question. Tu as été candidate, les gens ont voté pour toi. Eh bien, pour les enfants, on se débrouillera. Il s'est débrouillé. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, vous arrivez au Parlement. C'était assez intéressant quand on voit encore des images de l'époque, puisqu'il y avait surtout beaucoup de messieurs. Et puis, vous arrivez, vous êtes, je crois, vous avez été la plus jeune élue au Parlement. Pour le Parti socialiste, vous avez été aussi la première femme. Et vous dites dans des interviews que pour vous c'était un nouveau monde et vous avez utilisé un mot qui était le mot de naïveté à un moment donné lorsque vous êtes arrivé. Et puis on vous a aussi posé la question de dire mais est-ce que vous avez été bien accepté? Est-ce que les messieurs avec vous ont été très durs? Parce qu'on sait que le langage politique est assez dur. Et vous dites non, ça s'est plutôt bien passé au début. Comment est-ce que vous avez appréhendé un peu tout ça? Bon, juste rectifier, le Parti socialiste avait 3 conseillères nationales à l'époque. Il y avait 2 zurichoises. Mais vous étiez, je crois, la plus jeune. J'étais la plus jeune, oui. Il y avait aussi Liliane Urtenhan. Oui. Et ça a été des femmes de grande valeur qui ont fait de l'excellent travail. Donc voilà. Mais j'étais la seule romande, effectivement. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. On a été bien accueillis. Hein. Les hommes étaient quand même contents de voir des robes claires, de voir des sourires, de voir une autre façon, un petit peu. Bon, on a essayé de faire juste, hein. On était des conseillers nationaux comme les autres. Ils ne disaient pas « Madame la conseillère nationale ». « Ah non, ça n'existe pas ce terme », m'a dit le chancelier. Non, le mot c'est conseiller national, voilà. Alors, Madame le conseiller national. Et on essayait de faire tout juste. Mais enfin, quand même, on ne s'habillait pas tout à fait comme ces messieurs. Et on était un petit peu différentes. Alors je crois qu'ils étaient contents que ça change un peu. Les journalistes nous ont bien accueillis. Le Nouvelliste n'avait pas de correspondant à Berne. Donc voilà, la correspondante valaisanne
de la feuille d'avis de Lausanne, non, c'est la Tribune. La Tribune de Lausanne, qui est devenue le matin, a pris fait et cause pour moi. Le correspondant valaisan de la télévision, François Deyer, a pris fait et cause pour moi. Et ça m'a bien aidé. Ces deux personnes, ben, voilà, ils me relayaient. Ils relayaient ce que je faisais, parce que le Nouvelliste, pendant 8 ans, a totalement ignoré mon existence. Il a seulement dit que je décorais les travées du Conseil national. Les hommes, mes collègues, ont été absolument charmants. Ben, oui, moi je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on me dit oui, mais le harcèlement, enfin, voyez ce qui se passe et tout. Ça se passe peut-être aujourd'hui, les mœurs sont peut-être changées, les femmes sont peut-être aussi un peu différentes. Ben, nous, on était contents qu'il y ait des hommes qui étaient tout à fait charmants, qui étaient absolument galants. J'en ai qui m'invitaient parfois le soir à souper. C'était agréable. Et puis au moment de me ramener chez moi, je disais voilà, bonne soirée. Ils savaient que j'avais un mari, des enfants que j'aimais. Et ils n'étaient pas du tout d'horribles choses comme MeToo les a décrites. Bon, il y avait, ce qui était un peu dur, c'est qu'on sentait qu'il y avait une espèce de compétition pour être le premier à lancer une idée. Et là, si par hasard vous faisiez signer un postulat à vos camarades de parti, puis à quelques autres conseils nationaux romans, parfois ils reprenaient la même idée sous une autre forme. En fait, des choses qui me surprenaient un petit peu parce que je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Hein. J'étais naïve, j'étais candide et j'apprenais un nouveau métier. Alors, vous l'avez tellement bien appris, ce métier, puisque vous y êtes resté 8 ans. Quels sont les faits qui vous ont le plus impressionné et de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre carrière de conseillère nationale? Vous avez pris, effectivement, vous avez fait des initiatives et notamment, je crois que vous avez beaucoup contribué au fait que le statut de saisonnier soit abrogé. Voilà, disons que j'ai été la première personne qui a remarqué que ce n'était pas tout à fait normal qu'on traite des humains comme de la marchandise. C'était l'époque où on voulait les bras, mais on ne voulait pas les hommes, on ne voulait pas les familles surtout. Donc les saisonniers avaient un statut indigne. Et je m'en suis indignée. J'ai fait un postulat pour demander l'abolition du statut de saisonnier. Il a fallu longtemps, mais la machine a suivi son cours. Et maintenant, ce statut n'existe plus, ce statut de travailleur immigré. J'ai fait aussi 2-3 choses dont je suis assez fière, mais ça n'a pas avancé. Quand j'étais enceinte de mon 3e enfant, et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté la politique au bout de 8 ans, à ce moment-là, j'ai déposé une initiative parlementaire qui demandait l'instauration d'un congé parental en Suisse. Ça fait 45 ans. Et on commence à se dire que peut-être à Genève, ils sont plus progressistes qu'ailleurs. Ben voilà, 15 jours de congé parental, c'est déjà pas mal. Donc voilà, les choses mettent du temps. Il y a eu aussi la question de la maternité, l'initiative maternité. Dieu sait si Ruth Dreyfus s'est battue ensuite pour qu'elle soit introduite. Il nous a fallu très, très, très longtemps pour qu'on ait vraiment une assurance maternité en Suisse. Je suis contente aussi d'avoir lancé l'idée de la flexibilité de l'âge de la retraite. C'est dans un horizon lointain, mais peut-être que le Parlement fédéral va adopter une idée dans ce sens. Donc voilà, ce qu'il y a au Parlement, c'est qu'on lance des idées. On est content quand on voit que c'est des bonnes idées, mais c'est très, très difficile de les voir réalisées de son vivant. Mais vous avez encore de longues années, donc très longues. Alors, je pense que tout à l'heure, le public aura des questions sur votre carrière politique et autres aussi. Et alors, ce qui est incroyable avec vous, c'est que vous décidez à un moment donné de quitter la politique. Alors qu'en général, les personnes qui font de la politique, hommes ou femmes, feraient n'importe quoi pour rester au pouvoir. Vous décidez à un moment donné qu'après 8 ans, vous êtes jeune, vous décidez de partir. Comment est-ce que ça a été perçu? Parce que je crois que beaucoup de femmes aussi vous en ont voulu quelque part, au fond, d'abandonner le combat politique. Oui, ça a été très dur.
je vous l'ai dit, j'ai quitté le palais fédéral parce que mon petit dernier avait 18 mois et que j'arrivais pas à tout faire de front. C'était déjà difficile d'avoir un enfant comme jeune mère. Il y a maintenant des salles d'allaitement, mais il y a 45 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse tenir compte du fait qu'une femme pouvait avoir des enfants nouveau-nés. Donc il a fallu trouver une mère gardienne quelque part, à l'autre bout de Berne. Je devais courir entre une séance d'allaitement et puis un vote important au Palais fédéral. Je me souviens par exemple qu'un jour que je devais faire une intervention à la tribune, j'avais mon petit Raphaël avec moi parce que voilà, sa mère gardienne n'avait pas pu le garder. Donc voilà, je l'avais pris au Palais fédéral. Et puis j'étais dans l'antichambre avec mon bébé et on m'appelle, le huissier vient me chercher en me disant ça va être votre tour. Il y avait un camarade de parti, René Felbert, un certain conseiller fédéral, qui m'a dit écoute, je garde ton petit, va faire ton intervention. Et il a fait sauter Raphaël sur les genoux pendant que j'intervenais. Et voilà, c'était comme ça. Donc j'ai jonglé pendant 18 mois et puis au bout de 18 mois, j'étais épuisée. Il y avait les 2 autres à la maison, il y avait le ménage, il y avait les lessives qui m'attendaient très fidèlement. Donc j'ai plus pu. Mais ça a été très dur, c'est vrai, parce que dans les milieux féministes, on me l'a énormément reproché. On m'a dit que, ben voilà, il y avait des femmes qui s'étaient battues pendant un siècle pour que les femmes aient le droit de vote. J'avais le privilège d'être élue et je préférais le confort de ma maison à la difficulté du travail parlementaire. Ils ne savaient juste pas que le Parlement, pour moi, c'était beaucoup plus reposant que la maison. Vous nous disiez tout à l'heure, quand on discutait, au fond, que le fait d'être au Parlement, ça vous permettait justement aussi le soir de dormir à une certaine heure, de ne pas devoir vous lever. Donc, est-ce qu'on avait à l'époque une vision qui était fausse, au fond, du rôle de mère? Parce que vous avez aussi toujours essayé de mettre en avant ce rôle de mère en disant il faudrait presque que les mères puissent être rémunérées pour démontrer tout le travail qu'elles réussissent à abattre. Est-ce qu'on ne savait pas bien ce qui se passait au Parlement? Est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir plusieurs jeunes femmes au Parlement, je pense à Lisa Mazzoni, à Genève et à d'autres qui arrivent, qui peuvent aussi finalement avoir des endroits où elles peuvent allaiter, où elles peuvent justement mener de front cette vie de mère et de parlementaire. Est-ce qu'on n'avait pas vraiment l'idée de ce qui pouvait se passer pour une femme à l'époque? Non, on ne savait pas ce qu'était une femme politique. Il y avait des femmes d'envergure, comme Lise Girardin, qui était conseillère aux États de Genève, qui était une femme qui avait des enfants, mais ses enfants étaient déjà grands. Mes collègues au Conseil national, certaines avaient des enfants qui étaient adultes, mais la plupart n'en avaient pas. Et voilà, on ne pouvait pas imaginer, si j'étais au Parlement, je devais être vraiment un Conseil national comme un autre. Et on ne pouvait pas imaginer que j'avais une autre vie, que j'avais une deuxième vie. Parce que voilà, les hommes politiques, quand ils sont à Berne, leurs femmes s'occupent de tout. Hein. Ce n'est pas eux qui s'occupent des enfants, du ménage, de l'agenda familial. Donc, vous décidez de quitter le Parlement. Est-ce que psychologiquement, ça a été difficile pour vous de vous éloigner de la vie politique pour être maman au foyer? Après, vous avez eu d'autres activités, mais à ce moment-là, est-ce que ça a été difficile pour vous? Ça a été un choix difficile, oui, ça a été un choix difficile. Et je croyais que je n'avais pas le choix. J'ai cru longtemps que j'étais obligée de mener de front tout ça. Et c'est un jour qu'on recevait des amis à la maison, que lui, il avait un travail assez absorbant, puis il a dit, moi j'ai décidé de faire autre chose, c'est trop lourd. Je l'écoutais, ça fait tilt pour moi. Je me suis dit, donc tu as le droit d'arrêter. Quand c'est trop lourd, tu as le droit. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile. J'aimais beaucoup ce travail parlementaire. J'ai des idées sur certaines choses, j'aime les développer, j'aimais les contacts sociaux que j'avais. J'aimais les voyages aussi que j'ai pu faire en tant que membre de l'Union interparlementaire. Tout ça était vraiment des choses très,
qui remplissait bien ma vie. Et voilà, donc j'avais fait le choix. Et je me rappelle que j'ai pleuré quand j'ai fermé la porte et que la personne qui m'a ouvert ses bras, c'était René Felbert. Je suis contente de lui rendre hommage, il n'est plus là. Alors vous avez dit aussi le fait de quitter la politique suisse, vous avez fait autre chose, ça vous a donné aussi une ouverture sur le monde, puisque vos autres mandats, vous travaillez pour des ONG aussi, vous ont permis de vous ouvrir sur le monde. Comment s'est passée cette ouverture sur le monde? À quel moment vous avez décidé de prendre d'autres mandats? Les choses se sont enchaînées assez vite après que j'ai quitté le Conseil national. On m'a demandé très vite de faire partie de la Commission fédérale pour les questions féminines qui venait d'être créée. Donc j'en ai été nommée vice-présidente. Quelques années plus tard, à ce titre, on m'a envoyé à Nairobi, où il y avait le premier forum de l'ONU, je crois que c'était le premier d'ailleurs, sur les femmes, en 85. Et alors là, je vous raconte une petite anecdote, parce que vraiment ça a marqué ma vie. Ce forum de Nairobi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait vraiment des femmes du monde entier. Hein. Bon, il y avait le forum de la conférence de l'ONU et puis le forum des ONG à côté. Donc, la présidente de notre commission était à la conférence, écoutait les discours des chefs d'État, et moi, j'étais au forum des ONG. Et là, c'était extraordinaire. Il y avait des femmes vraiment de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les classes socio-économiques, de tous les âges, des femmes du monde entier qui étaient là et qui montraient ce qu'elles faisaient pour lutter contre les discriminations dont elles étaient victimes dans leur propre pays. Je me rappelle par exemple d'une petite sœur, une religieuse des Philippines, qui est arrivée avec son costume de nonne et tout ça, et elle nous racontait en riant qu'à l'aéroport, elle s'était fait arrêter quand elle quittait son pays parce qu'elle avait des photos. Elle s'occupait d'une ONG qui traitait la problématique de la traite des enfants, la prostitution des enfants. Donc elle avait des photos. Et on a cru qu'elle avait du matériel porno. Il ne voulait pas la laisser passer. Voilà, il y avait des choses comme ça. Il y avait des femmes de l'Inde qui racontaient que des femmes de leur connaissance avaient eu le visage brûlé avec de l'acide au moment de leur mariage parce qu'elles n'avaient pas une dot assez importante pour faire plaisir à la famille du mari. Il y avait des femmes d'Afrique qui parlaient avec des mots très pudiques de l'excision dont elles avaient été victimes. Et puis je me disais, bon, nous, c'est vrai que notre lutte en Suisse, à ce moment-là, on se battait pour la mise en œuvre de l'égalité. Je me disais, ok, elle est importante, notre lutte, mais enfin, ces femmes-là, c'est avec elles qu'il faut se battre. On était un jour, on attendait toutes les femmes, celles qui étaient présentes, celles présentes à la conférence et celles qui étaient là pour le forum, on attendait que le ministre chargé de la culture, un monsieur, vienne nous faire son discours. Certaines personnes étaient à l'intérieur, d'autres à l'extérieur, et il faisait très chaud. On était peut-être 14 000 femmes, je pense. On commençait à s'impatienter un petit peu. Il y a un groupe de Canadiennes qui a eu une idée géniale. Elles sont arrivées avec des pages A4 polycopiées, comme on faisait à l'époque, et c'était les paroles d'une chanson. C'était sur l'air de « We are the world, we are the children ». Vous vous rappelez qui était chanté dans ces années-là, lors de la famine au Soudan. Et elles avaient écrit, c'était des mots très simples en anglais, que je traduis. Nous voulons bâtir un monde meilleur, où jamais un enfant ne connaisse la faim, où les hommes avec nous déposent leurs armes de guerre et apprennent l'amour et le partage. En arrivant à la fin de ce refrain, j'arrivais plus bien à chanter, j'avais une boule au fond de la gorge. Puis j'ai regardé ma voisine, c'était une belle fille avec une robe de batik bleu, et il y avait des larmes qui coulaient sur sa peau d'ébène.
Puis à droite, il y avait une dame qui pouvait être japonaise, peut-être qu'il y avait un chapeau sur la tête. Et puis, j'ai vu que cette dame aussi, elle était émue. Et j'ai compris. Je me suis dit, ben voilà, toutes ces femmes du monde, toutes ces femmes qui ont été humiliées, discriminées, mises de côté à cause de leur genre, toutes ces femmes-là, quand elles se mettent ensemble, elles ne chantent pas la colère et la haine, elles chantent la paix et l'amour. Et qu'ensemble, on va construire un monde meilleur. Alors, en rentrant de Nairobi, le chef de la communication de la DDC, de l'aide au développement de la Confédération de l'époque, m'a demandé d'écrire un article dans la revue de cet office de la Confédération. Et j'ai écrit un article où je racontais un peu ces choses-là. Et puis alors après ça, il m'a dit « Ah ben on a besoin de vous parce que le Conseil de l'Europe va faire une campagne sur l'interdépendance et la solidarité mondiale. Il faut quelqu'un pour la Suisse. Dans chaque pays de l'Europe, du Conseil de l'Europe, il y aura une commission. Donc, est-ce que vous pourriez, on vous donne un budget d'1 million, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Ok, moi, quand on me donne des sous, ça va toujours très bien. Donc voilà, j'ai réuni des gens qui avaient plein d'idées. Et puis ensemble, on a monté sur pied une campagne. Puis à la suite de ça, la DDC m'a chargée de continuer à assumer la liaison avec le Conseil de l'Europe. Donc voilà, j'ai fait des choses très passionnantes de ce genre. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre cas, c'est que vous avez toujours dit on peut construire un monde meilleur avec les hommes. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, peut-être, on a un féminisme souvent qui est peut-être plus, je ne dirais pas plus engagé, mais plus virulent. Vous, au contraire, ça semblait fluide comme ça, de collaborer ou d'avoir un partenariat entre hommes et femmes en politique. Ça a toujours été comme ça pour vous, ou est-ce qu'à un moment donné vous êtes dit non là vraiment il faut qu'on soit un petit peu plus virulente et puis qu'on avance sur le plan politique à ce niveau-là aussi? Je me suis fait beaucoup d'ennemis dans les milieux féministes parce que moi je supporte très mal cette attitude de confrontation avec les hommes. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les hommes et je pense qu'on a besoin d'eux et qu'ils ont besoin de nous et que c'est ensemble qu'on doit bâtir un monde meilleur. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'évident. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui, c'est tellement urgent. Donc, on ne peut pas perdre du temps à se battre les uns contre les autres. Juste pour des questions de salaire, oui, mais ce n'est pas contre les hommes qu'il faut se battre. Il y a beaucoup, parmi les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont discriminés, qui sont malheureux. Il faut se battre contre des abus de pouvoir, des abus d'autorité. Mais vraiment, c'est ensemble, hommes et femmes, qu'on doit travailler. Alors, il y a aussi une chose intéressante dans le film, c'est qu'au fond, on voit qu'à l'époque, ce qui était aussi difficile et ce qui allait en parallèle, c'était une certaine libération sexuelle. Parce que les hommes aussi, au fond, étaient malheureux. Les hommes et les femmes ne se connaissaient pas à ce niveau-là, vraiment. On le voit dans le film, au fond, ça c'est intéressant aussi, je dirais cette libération sexuelle, mais cette prise de conscience aussi des hommes, du plaisir de la femme aussi. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pensez qu'aujourd'hui on a bien avancé, ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a encore des blocages quelque part à ce niveau? Certainement qu'on a avancé. Enfin, ce film est très intéressant d'oser aborder cette question-là. Absolument. Mais il y a une sorte d'égalitarisme entre hommes et femmes. Enfin, les femmes ont le droit de jouir comme les hommes et tout ça. Mais il me semble que je ne suis pas sûre qu'on a tellement avancé parce que c'est pas seulement une question de sexualité, c'est une question de respect de l'autre, d'amour véritable de l'autre. C'est une question de réciprocité, en fait. Et si on est sensible à l'autre, qu'on le respecte dans le bon sens du mot, qu'on regarde ce qui lui fait plaisir à lui, ben, voilà, là c'est pas des histoires de technique, c'est juste une question de... On se donne du plaisir mutuellement, on se donne du bonheur mutuellement, sous diverses formes, et la sexualité en fait partie, mais il ne faudrait pas
c'est peut-être dans le film, ça me gêne un tout petit peu cet aspect, peut-être un petit peu trop sexuel de la chose. Mais derrière, on sent très bien que ce jeune homme-là, avec ses rouflaquettes, je l'aime beaucoup parce que mon mari avait les mêmes rouflaquettes à l'époque. Ce jeune homme, il aime vraiment sa femme et que sa femme l'aime aussi. Et alors, il trouve vraiment ce qu'il faut quand ils sont au lit pour se faire plaisir l'un à l'autre. Mais derrière, il y a vraiment un amour qui est peut-être plus important que toutes les techniques que les femmes ont apprises entre elles. Alors, on vous a demandé d'écrire à l'époque un article. Et puis, non seulement vous avez écrit des articles, mais vous avez écrit des livres aussi. Et notamment Le goût des autres, ce livre qui est très intéressant parce qu'au fond, dans les nouvelles que vous avez écrites, vous introduisez beaucoup de votre vécu, au fond, dans ces personnages. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'a signifié pour vous, à ce moment-là, l'écriture? Parce qu'il y a la marche aussi, qui est très très importante dans votre cas, puisque vous avez écrit aussi des livres sur Compostelle, etc. Mais pourquoi l'écriture à un moment donné? Bon, l'écriture a été importante depuis très longtemps dans ma vie. En fait, ça a commencé quand j'ai arrêté le Parlement, parce que j'avais encore des choses à dire, puis qu'il n'y avait plus personne pour les écouter. Alors j'ai écrit 2 livres sur la condition féminine. Et puis j'ai continué. Quand j'étais à Nairobi, par exemple, les expériences que j'ai vécues m'ont incité à écrire un 2e livre aussi sur la condition féminine, mais sur les valeurs que les femmes peuvent apporter au monde, que la culture traditionnelle des femmes peut apporter au monde. Hein. Ce n'est pas que les femmes. Mais voilà, on nous a attribué une certaine culture et on a su la développer au fil des millénaires. Hein. Ce sens de l'autre, qu'on appelle d'un néologisme qui vaut ce qui vaut, le care, la bienveillance envers autrui. Ben, les femmes, depuis la nuit des temps, avec leurs bébés, avec les personnes vieillissantes et mourantes, elles ont fait ces gestes-là. Tandis que les hommes, ils avaient d'autres chats à fouetter, puis d'autres ours à assassiner pour nourrir la famille. Donc, voilà, il y a eu ce partage des rôles. Et j'ai écrit un livre qui était important pour moi, Hommes et femmes, Amour et pouvoir, Hommes et femmes, des valeurs. Et puis, ben, j'ai écrit aussi celui-ci. Mais je veux dire qu'à Nairobi, j'ai commencé à écrire au jour le jour. Les 2 premiers livres que j'ai faits, c'est à la demande d'un éditeur. J'étais très contente de pouvoir continuer à exprimer mes idées. Et puis, quand j'étais à Nairobi, alors là, ben, comme j'étais toute seule, un voyage d'assez longtemps, qui a duré longtemps, qui a duré 15 jours, j'avais des carnets avec moi, puis je remplissais mes carnets. Puis le soir, quand je mangeais toute seule au restaurant, ben, je parlais avec mon carnet. C'est comme ça que je me suis mise à écrire. Et puis sur le chemin de Compostelle, ben, quand on a fini le marché, on écrit. Donc j'ai rempli des kilomètres de carnets. Alors de temps en temps, il y a un livre qui sort quand j'ai le temps de retravailler tout ça dans la solitude et le silence, oui. Est-ce que la politique ne vous manque pas, Gabrielle Nanchen? Mais la politique, j'en fais depuis l'âge de 18 ans. Hein. C'est pas parce que j'ai fait que 8 ans au Palais fédéral. Je vous dis pas mon âge, mais vous pouvez plus ou moins le deviner si vous avez regardé les dates. Ça fait longtemps que je fais de la politique. Mais c'est pas que les instances électives. Quand on s'engage dans une association, même dans un groupe de quartier, enfin, c'est déjà de la politique. Quand on fait quelque chose dans sa commune pour le développement durable, c'est de la politique. Quand on travaille dans une commission de l'État, c'est de la politique. Mais aussi dans une association de bonnes femmes qui se mettent ensemble juste parce qu'elles ne savent pas comment on fait pour garder les enfants puis prendre quand même des loisirs de temps en temps. Tout ça. Alors j'ai fait beaucoup de ces choses-là, oui. Alors le suivi, c'est est-ce que la politique ne vous manque pas, mais est-ce que le pouvoir ne vous manque pas? Parce que lorsqu'on est dans un parlement, on a aussi un certain pouvoir. Quel a été au fond, votre rapport au pouvoir? Est-ce que j'ai eu vraiment du pouvoir? J'ai pas mal réfléchi là-dessus, qui a donné le livre Amour et pouvoir. Est-ce que j'aimais le pouvoir? Non. Honnêtement, j'aimais être connue et reconnue. Ça, c'est vrai. Mon histoire personnelle fait que j'ai toujours eu besoin d'être reconnue. Au sens... les 2 choses. Qu'on me dise merci, puis qu'on sache qui je suis.
Donc j'ai eu ce besoin, et si je parle en public avec un certain plaisir, c'est que j'aime ça. Et quand on est au Parlement, surtout quand les journalistes s'intéressent à vous, puis les photographes, puis la télé, puis quand on ne passe pas trop mal, ben, c'est très très gratifiant. Donc j'ai aimé ça. Et ça, j'ai dû en faire le deuil progressivement. C'était difficile pour l'ego, pour un certain ego. C'est sûr, oui. Mais je dirais que travailler dans des associations avec essentiellement des femmes m'a fait un bien fou. J'ai appris le bonheur juste de travailler ensemble, d'avoir un projet commun, d'être plusieurs à porter un projet. Et j'ai appris cette espèce d'amitié qui naît justement parce qu'on a un but commun. Et l'humour, et tout ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Alors, avant de passer la parole au public, parce que je suis persuadée que vous avez beaucoup de questions, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous pose pas et à laquelle vous aimeriez répondre? Alors, Louisa m'avait dit ça il y a déjà 15 jours. Elle m'a dit, je vous poserai cette question. Et puis j'ai réfléchi pendant 15 jours et je ne trouvais pas. Je me suis dit, non, s'il n'y a pas de question, vous avez qu'à l'inventer vous-même. Et puis aujourd'hui, en écoutant une personne à la radio, je me suis dit, ça y est, oui, je sais. C'est une question qu'on ne m'a pas posée dans une interview, mais qui faisait le thème d'un cycle de conférences. Donc j'étais obligée d'y répondre. Mais j'y ai répondu pendant 1 heure. Et là, je vais vous dire quelle était cette question. Je ne mettrai pas 1 heure, hein, rassurez-vous. Non, parce que Michel, sinon, va nous rappeler à l'ordre. Cette question, c'était, pour vous, quel est le chemin vers le bonheur? Voilà. Alors, on a été plusieurs à s'exprimer là-dessus, et moi, j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que le chemin vers le bonheur, c'était juste suivre mon chemin. J'ai marché pendant 3 mois vers Compostelle. Puis j'ai tellement aimé ça que je suis retournée plusieurs fois et que j'ai même créé une association où on marche vers la culture de l'autre. Quand on fait une longue marche, on se donne un but. Ok, je savais que je devais arriver à Santiago de Compostela, que j'y arriverais un certain jour. C'était ça mon but, mais il était très très lointain. Ce qui comptait, c'était que je devais chaque jour marcher pour y arriver 20 ou 25 km minimum. Et voilà, ce qui comptait, c'était mon chemin de la journée. Parfois, c'était extrêmement difficile. Parfois, le sac pèse des tonnes, il y a l'asphalte fond et colle aux chaussures. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. La gourde est vide et il n'y a plus de fontaine. On se dit, c'est de la folie, je vais m'asseoir au pied d'un arbre et puis je vais mourir là. Puis en général, on ne meurt pas tout de suite, donc on se dit, mieux vaut essayer d'arriver jusqu'au gîte. Et puis on y arrive. Et puis on connaît un bonheur indicible. Quand tout à coup, vous avez trouvé une couchette où il n'y a personne d'autre, et puis vous avez une douche tiède sur vos muscles endoloris, c'est du bonheur. Ou pendant la journée, quand vous trouvez une forêt avec juste un peu de mousse et que vous vautrez là-dessus. Et que la gourde est la plus délicieuse des boissons du monde, même si l'eau est un peu tiède, c'est du bonheur. Quand vous vous levez après 2 ou 3 jours de pluie et de brouillard, et que vous êtes sûr que vous remettez vos chaussures mouillées, vous êtes sûr que vous allez de nouveau marcher sous la pluie. Et là, vous voyez que la brume se dissipe, que ce n'est pas si épais que ça, qu'il y a une lumière au-delà de la brume. Et puis vous montez, ça se dissipe de plus en plus. Tout à coup, vous entendez un petit bruit, c'est un poisson qui saute hors de l'eau, il y avait un étang là-dessous. Et puis la lumière qui commence à se faire est magnifique sur les eaux de l'étang. Puis vous regardez vers le ciel et vous voyez que ça s'éclaircit de plus en plus. Vous entendez des oiseaux qui font un concert comme ça, rien que pour vous. Vous regardez tout ça. Et puis, bêtement, il y a des larmes qui viennent. Des larmes immenses. Et ça coule un moment, vous ne savez pas pourquoi. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui vous remplit, un sentiment de plénitude, plus que du bonheur. Je crois que c'est ce qu'on appelle la joie. Et je me dis, voilà, si on suit son chemin, c'est ça. Il y a parfois des épreuves pas possibles, il y a des tempêtes, il y a des jours où on aimerait juste mourir. Et puis non, le lendemain, le soleil est là, il fait beau. Et vous voyez le sourire d'un enfant et vous partagez ce sourire. C'est ça qui me fait
qui montre quel est le chemin du bonheur pour moi. Alors, il y a beaucoup de poésie dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez. Vous avez parlé du bonheur, vous nous avez expliqué que c'est un but. J'ai envie de vous poser peut-être une dernière question avant de permettre au public de vous poser des questions. Lorsque j'ai demandé à Madame Ruth Dreyfus, vous avez eu une carrière, beaucoup d'activités, quel est votre rêve? Et elle m'a répondu une chose très intéressante. Elle m'a dit, mes rêves sont à portée de main. Et j'aimerais vous demander, Madame Nanchen, quel est votre rêve? Vous nous avez parlé de but, vous nous avez parlé de bonheur. Quel est votre rêve? Est-ce que vous avez encore un rêve? J'ai des rêves réels, mais ce n'est pas à portée de main parce que je vois mon mari et il n'est plus à portée de main. J'ai d'autres rêves et c'est des autres rêves que je parlerai. Je rêve d'une planète où tous les enfants soient heureux. Je rêve d'une planète qui corresponde à ce que les femmes de Nairobi chantaient. C'est magnifique. C'est émouvant. Alors je vais peut-être vous faire redescendre plus bas que le sommet où il y a le soleil, parce qu'on assiste à une régression terrible. Aujourd'hui, dans deux parties du monde, très opposées, à la fois les États-Unis d'un côté et un certain pays, l'Afghanistan, de l'autre. Quelle est votre réaction par rapport à ces régressions fondamentales du droit des femmes dans un pays qui se dit le chef du monde libre et un pays où l'extrémisme radical musulman rend à la femme dans des époques bien sombres? Ça, c'est première question. Deuxième question, au niveau fédéral, qu'est-ce que la Suisse fait sur ces positions-là? D'abord, je ne mets pas tout à fait sur le même plan l'Afghanistan et les États-Unis, honnêtement. Ok, il y a des tendances très régressives aux États-Unis. Il y a des choses extrêmement inquiétantes aux États-Unis. Mais il y a aussi la démocratie, je mets des guillemets au mot démocratie, parce que je ne pense pas que c'est le régime idéal pour le monde entier, mais la démocratie libérale veut encore, pour le moment, pour la majorité des Américains, elle veut encore dire quelque chose. Et voilà, je pense que vous pensez au problème de l'avortement aux États-Unis, par exemple. Mais ce qui se passe en Afghanistan, c'est au-delà des mots. C'est vraiment, c'est horrible. C'est un peu comme la guerre en Ukraine. C'est des choses que jamais j'aurais pu imaginer et qui se passent quand même. Et ça je trouve que c'est terrible, oui. Et puis que l'Afghanistan, on commence à l'oublier, quoi. Ça fait partie du quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral? Vous êtes sûrement tout aussi informés que moi, parce que moi, je suis très peu la politique fédérale, à vrai dire. Je lis le Temps tous les jours, mais je ne suis pas de très près, donc voilà. Je sais aussi que le chef du département des Affaires étrangères, du département fédéral des Affaires étrangères, ne correspond pas tout à fait à mes critères à moi. J'ai bien senti tout votre intérêt par rapport à toutes ces questions sociétales, malgré votre calme, et que j'admire beaucoup d'ailleurs, par la chambre politique. Mais je me posais la question de ce que vous en pensez par rapport aux jeunes maintenant qui voudraient se lancer aux politiques, par rapport à, par exemple, l'urgence climatique. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient agir comme vous avec autant de calme, ou que maintenant ce serait plus possible et qu'il faudrait quand même être plus virulent pour que les lois passent beaucoup plus vite, parce qu'il n'y a plus le temps que ça prenne 50 ans ou un siècle pour qu'elles passent? Merci beaucoup. Je suis contente que vous abordiez cette question de la crise climatique, vraiment, et puis de l'attitude des jeunes. Je crois qu'il ne faudrait pas que les jeunes soient comme moi. Hein. Vous savez, ce calme que j'ai, peut-être plus apparent que réel, et puis j'ai quand même passablement plus d'années que vous. Je n'étais pas quelqu'un de calme au début. Hein, quand j'allais coller mes affiches contre l'apartheid, je n'étais pas calme du tout. Et puis je peux me mettre très, très en colère, hein, aussi. Là,
je me contiens bien, hein, je me maîtrise bien. Mais il faut que les jeunes ne soient pas calmes. Il faut que les jeunes aillent dans la rue et qu'ils manifestent. J'ai manifesté aussi un peu avec eux. Mais voilà, je n'arrive plus à crier trop fort et puis je me fatigue vite. Mais il faut vraiment... J'ai marché d'ailleurs un peu avec la marche bleue. Je ne sais pas si vous y avez participé. Hein, c'était de Genève à Fribourg à peu près, hein, au printemps, où les femmes se sont relayées, puis quelques hommes avec elles. Hein. Il y a des femmes qui se relayaient tous les jours pour exprimer justement la nécessité que quelque chose change, que les politiques fassent quelque chose. Alors, ok, c'est vrai, on a une responsabilité individuelle dans notre façon de vivre, dans notre façon de consommer. Mais je pense qu'avant, il y a une responsabilité collective dans la façon de produire, dans qu'est-ce qu'on produit, dans quel type de société on veut, est-ce qu'on veut acheter toujours plus des choses dont on n'a pas besoin, qui produisent un plastique incroyable. Enfin, quand je trie mes déchets, que je vois la quantité de plastique qui s'accumule, mais juste parce qu'on allait en faire mes achats, on m'a imposé des emballages plastiques. Tout ça doit changer. L'Union européenne fait plein de choses. La Suisse, après des années, elle va essayer de rattraper. Mais c'est dur en Suisse, vraiment. La présidente de la Fédération romande des consommateurs, qui est au Conseil national, elle se bat tout ce qu'elle peut. Et puis les Verts et les socialistes suivent aussi, et une partie du centre aussi. Mais tous les autres, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes s'engagent en politique. Je ne sais pas si vous êtes candidate pour cet automne. Oui? Je n'ai pas compris. Elle n'a que 18 ans. Ah, vous n'avez que 18 ans. Bon, mais vous pourriez bientôt être candidate. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur les listes, garçons et filles dans tous les partis, et c'est extrêmement important. Et il faut que les jeunes aillent en politique et puis commencent à parler différemment. Hein? Ok, il y a une certaine tenue en politique, il le faut, mais on peut, tout en respectant les formes, on peut dire les choses avec peut-être plus de colère. Greta Thunberg, elle a dit sa colère, elle a dit il faut être en colère. Ce qui se passe maintenant, c'est inadmissible. Et de me dire maintenant, voilà, on a dépensé ce que la planète nous permet de consommer, on est en train de vivre à crédit sur les générations futures. Moi, j'en ai honte d'avoir été de ces gens qui ont... Voilà, on a gaspillé les ressources de cette planète. Et à vous et à mes petits-enfants, je demande pardon. Et je m'engage maintenant, j'essaye d'écrire un livre pour les enfants sur la fonte des glaciers et puis sur la désertification qui s'accroît dans les pays du Sahel, où j'essaye de montrer à des jeunes qu'il y a un parallèle et que c'est la même chose et qu'on doit lutter ensemble. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, hein, pour cette cause que vous défendez, mademoiselle, et bravo. Écoutez, madame, j'étais très émue de vous entendre. Moi, je suis française, donc et on a vécu toute notre vie à l'étranger, donc j'avais jamais entendu parler de vous. Et c'est grâce à nos amis suisses que je suis ici. Vraiment, écoutez, j'étais très, très émue. Je voulais vous poser en fait une question assez indiscrète, parce que vous dites le bonheur, c'est de suivre son chemin. Mais quel est votre chemin? Je veux dire, quel est votre but? Je suis désolée, hein, c'est vraiment très indiscret. Si vous ne voulez pas répondre, je comprends parfaitement, mais je comprends bien que vous avez fait vos chemins, mais pour aller où? Pour aller vers la lumière. Moi, c'est toujours la lumière qui m'a guidée, en fait. Je parle de chemin, je pourrais parler aussi d'éthique, de valeurs. Depuis toujours, même quand le mot n'était pas à la mode, je parlais des valeurs qui guidaient mon chemin. Mon mari, ça l'énervait, il disait « Arrête, c'est un mot sociologique ». Bon, ok, j'ai fait de la sociologie, alors je l'utilisais quand même. Mais derrière ce mot-là, il y avait un sens éthique. Donc je peux énumérer les valeurs qui sont essentielles pour moi. C'est peut-être d'abord le sens de la responsabilité. Étant un être humain, je suis responsable. Vous avez lu peut-être Emmanuel Levinas, qui écrit des choses magnifiques. Quand vous voyez un humain en face de vous, ben, voilà, c'est une personne, elle a des cheveux, elle a des habits, mais ce qui vous frappe, c'est son regard. Et le regard, c'est la nudité d'une personne. Dans un regard, vous voyez tout. Et si vous voyez une personne face à face,
Lévinas l'écrit avec des mots peut-être un petit peu trop savants pour moi, mais enfin qui sont beaucoup mieux choisis que les miens. Il parle du fait même de croiser le regard de l'autre, ça fait que je m'engage. Je dois lui répondre et je dois répondre de lui. Donc ça, c'est peut-être une des valeurs essentielles dans ma vie. Il y a la notion d'amour. L'amour est essentiel. Bon, je ne vous cacherai pas que ce n'est pas juste une lampe de poche qui m'éclaire. Hein. Je suis chrétienne et ces valeurs-là ont toujours compté à mes yeux. Et c'est dans le Parti socialiste, à un moment, que j'ai eu l'impression qu'elles étaient le mieux incarnées. À un certain moment, parce qu'il fallait faire un choix politique. Mais après, quand j'ai écrit un de mes livres, justement, auquel je tiens assez, Amour et pouvoir, j'ai compris que ces valeurs que je croyais féminines, le sens du prochain, le care, le besoin de paix, le besoin de parvenir à créer la conciliation, et bien que ça, je croyais que c'était des valeurs féminines, entre guillemets, mais j'ai vu que c'était des valeurs chrétiennes. Et je suis contente depuis quelques années, depuis que j'ai été à Compostelle, de le dire haut et fort, c'est ces valeurs qui éclairent mon chemin. Donc l'amour du prochain, et puis je dirais la liberté. La liberté, c'est-à-dire être moi, envers et contre tout. Droite dans mes bottes, comme on dit. Au risque de déplaire, au risque de ne pas être aimée, au risque de passer pour une vieille folle. Voilà, je suis moi. Et voilà, c'est ces trois choses qui je ne dirais pas que le but du chemin est très clair, hein, je sais juste qu'il y a la lumière au bout. Alors parfois je cherche les balises. C'est difficile souvent à trouver des balises, mais on en trouve. Quand on marche vers Compostelle, on se perd un peu, et puis quand on retrouve la balise, on est drôlement content. Moi j'ai une question. Quand on a vu l'Ordre divin hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que ce film était inspiré de votre vie. Et à un moment donné, moi je m'attendais à une bête politique. Et quand on entend ce que vous dites, quand vous exprimez, c'est plutôt la poétique, c'est plutôt la philosophie, c'est presque un développement spirituel. Comment vous avez pu en fait joindre les deux, votre carrière politique et ce développement spirituel et cette philosophie et cet humanisme que vous nous parlez? Parce que vous êtes plus humaine qu'humaniste. Merci, c'est le qualificatif que je préfère. Parce qu'on était deux. Je vous ai dit que moi, je n'étais pas tellement féministe, mon mari l'était. Moi, j'étais socialiste, lui, il était un peu moins. Donc, on a fait la paire. Et puis ensuite, lui était très rationnel. Moi, j'ai toujours été un peu plus intuitive. J'aime bien l'idée de poésie. Moi, c'est vrai, je me réclame, je n'écris pas de la poésie, mais je me réclame, j'ai un esprit poétique, je le sais. Hein, c'est l'autre hémisphère du cerveau que celle qu'utilisent les gens normaux. Donc, avec mon mari, on faisait vraiment une bonne cordée. C'est comme ça que ça a marché. Et puis maintenant, ben, voilà, je cherche la lumière. Bonjour. J'ai l'impression qu'on a libéré la femme de pas mal de choses, je dirais l'avortement, le fait de pouvoir voter. Par contre, les mères ne sont pas encore libérées. Quand je vois les triples journées qu'elles ont, les femmes qui m'entourent, je me dis, lors d'un divorce, c'est en général les femmes qui reprennent les enfants, je me dis là, il y a encore énormément de travail et il ne faut pas s'étonner de la dénatalité en Europe et notamment en Italie, qui était le pays de la natalité. Je vois pas de progrès actuellement à ce niveau-là. J'avais une proposition très radicale, c'est-à-dire que les femmes devraient faire la grève pendant 3 ans des gamins. Et je pense que ça choquerait tellement les politiques qu'il y a peut-être quelque chose qui se passerait. Mais je ne sais pas comment vous voyez, vous, cette évolution et comment les femmes peuvent résoudre ce problème-là. Oui, c'est vraiment un problème important et qui le reste. Et il n'y a pas seulement les mères, il y a les grands-mères aussi. Hein. La charge des enfants, pour le moment, incombe aux femmes. Bon, les maris s'en occupent aussi, bien. Les jeunes pères, ils font ça très très bien. Mais quand même, je dirais, c'est la charge mentale qui repose sur les femmes.
Parce que même si le père s'occupe des journées entières de son enfant, avec une compétence, une tendresse et une force en même temps qui me touche énormément, c'est quand même les femmes au moment de savoir, voilà, qui c'est qui va amener la petite à la danse, qui c'est qui va s'occuper, lui qui doit aller chez le dentiste, comment est-ce qu'on va faire. Et cet agenda, et ça pèse des tonnes, cette charge mentale pèse des tonnes sur les femmes. Et puis, bon, alors même si on se décharge sur une personne salariée qui va faire les charges pratiques à sa place, c'est quand même, pour le moment, c'est pas bien réparti. Et là, je pense que les milieux de l'économie et les milieux de la politique doivent vraiment jouer leur rôle. Bon, déjà, le nombre de crèches, c'est insuffisant. Il faut inscrire son enfant 4 ans à l'avance pour trouver une place en Suisse romande. Hein. C'est juste hallucinant. Les crèches sont insuffisantes, les horaires de travail ne conviennent pas, la notion de job sharing n'est pas encore bien adaptée à tous les milieux du travail. Donc il y a énormément à faire. Parce que c'est clair que les enfants se font à deux et que les hommes vont porter de plus en plus de responsabilités. Mais c'est très long. Et puis entre-temps, les femmes se fatiguent et puis meurent gentiment parce que voilà, elles sont devenues arrière-grand-mères et que leurs petites filles commencent à avoir ce même genre de soucis. J'aimerais savoir quelles étaient les réactions que vous avez eues, parce que vous avez été interviewé X fois dans votre carrière, vous avez été filmé X fois. Et moi, j'ai eu l'occasion, je suis cinéaste, j'ai eu l'occasion de faire un film dans lequel on vous voit au Ciné-Journal suisse entrer le premier jour en 1971 dans le Parlement. Et je peux vous dire que ce bout de film est assez extraordinaire parce que vous êtes 5 femmes qui arrivent ce jour-là et chaque fois, le commentateur du Ciné-Journal, il commente de façon extraordinairement machiste, je ne peux pas dire autrement, l'entrée en politique de ces femmes. Alors c'est la virginité, c'est la première fois qu'elle est là. Ah, madame, elle est avocate et puis elle lit déjà son prochaine intervention. Et puis là, madame, oh, elle est en blond, c'est vraiment la virginité qui arrive. Enfin, je ne vous dis pas que c'est d'un ridicule total et à la fin, on ne sait absolument pas de quelle partie elles sont. Et ça, c'est je dirais, c'est un bijou de petites erreurs de l'époque. Et je me demandais si vous avez souvent vécu ce genre de présentation un peu ridicule quand même. Bon, je n'ai pas visionné comme vous toutes les séquences du téléjournal, du ciné-journal qu'il y a eu. Certainement, je ne sais pas si... Peut-être qu'ils ont commenté la tenue que j'avais à l'époque, enfin sûrement. Mais je dirais que ça... Personnellement, ça ne m'a pas gênée, parce que dans les interactions soit avec les médias, soit avec les collègues, ça ne se manifestait pas. Des journalistes, non, voilà, ils ne me posaient pas ce genre de questions sur ma tenue, sur qui c'est qui gardait mes enfants pendant que j'étais sur le plateau de la télé, non. Et là, j'ai eu l'impression que le traitement était identique pour les hommes et les femmes. Sauf peut-être qu'on bénéficiait, alors de plus, je pense moi personnellement, je passais plus souvent à la télé romande que mes collègues valaisans des autres partis, oui. Bon, alors ça c'était le plaisir de la nouveauté, certainement, oui. Nous avons un petit cadeau avec votre nom gravé sur une de nos ardoises. Ah. Merci beaucoup. C'est très beau. Merci voilà, beaucoup. Peut-être je te passe la parole pour clôturer la session. Merci Michel. Merci mesdames et messieurs pour vos questions, pour votre attention. Merci Madame Gabrielle Nanchen. Ça a été un plaisir de dialoguer avec vous. Et tout à l'heure, on se disait, et finalement, il y a eu beaucoup de femmes en politique en Suisse, mais il y en a très peu dont on se souvient. Alors, il y a Madame Calmiret, il y a Madame Rudrefus, et il y a Madame Nanchen. Et ça, je dois dire que c'est toujours très intéressant, et pour moi, c'est émouvant d'être avec vous, parce que, effectivement, vous êtes une des personnalités
une des femmes politiques, des personnalités politiques qui ont marqué et qui continuent de marquer, puisque vous êtes là, mesdames et messieurs, avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup pour cet échange. J'étais vraiment ravie. Et merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous.